Donc bienvenue pour cette soirée du GDG Cloud Nantes, qui fait partie du GDG Nantes. Qui connaît le GDG Nantes? Eh oui, que des mains levées, non. Qui connaît le DevFest Nantes? Ouais, bah c'est la même équipe. On tient à remercier les sponsors, Positive Seeking Company, Inetum, Le Bon Coin, Winepoint, JetBrains. J'ai une licence à faire gagner si quelqu'un est intéressé, on verra. Et Zenica, qui est sponsor annuel du GDG Nantes et qui hoste le meet-up ce soir. Où nous retrouver? Bah, classique, hein, sur Meetup. On a une plateforme aussi côté GDG. On est aussi présent sur Twitter. On est aussi présent sur LinkedIn avec 2 comptes différents, DevFest Nantes et GDG Nantes. Pour ceux qui sont intéressés aussi à essayer de voir et à pinguer les organisateurs des différents Meetup, on est pas mal d'organisateurs sur un Slack commun qui est sur slack.nantes.community, et vous avez un site web avec l'ensemble des Meetup sur nantes.community. Et avec les différents events qui sont à venir, que ce soit côté Flutter, par exemple, où il y a Patrice qui est dedans, ou côté GDG Nantes, GDG Cloud, Nantes Jug, Nantes JS, etc., etc. Donc ça permet comme ça d'avoir un petit peu pas mal d'infos pour la communauté nantaise. Le GDG Cloud Nantes, donc là on fait un récap next. Pour le moment, il n'y a rien de prévu derrière. Donc si vous êtes intéressé pour soumettre un sujet autour du GDG, et que ça soit d'ailleurs côté Google Cloud, mais aussi côté AWS ou Azure ou Scaleway ou OVH ou que sais-je, Alibaba ou autre chose. N'hésitez pas, en fait, il y a un CFP dédié. Et voilà, typiquement, on a déjà reçu des gens comme Sébastien Stormac côté AWS ou autre, donc il ne faut pas hésiter aussi à soumettre des sujets qui changent un petit peu de l'univers que Google. Côté agenda, GDG. Notre prochain meet-up, c'est le 16 mai. L'idée, c'est de donner un petit peu des astuces, des billes en fait, pour devenir speaker et essayer de maximiser les chances d'être pris au DevFest Nantes, puisque ça tombe bien, puisque du coup, le DevFest Nantes, le CFP est ouvert en ce moment. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton Submit a Talk pour essayer. 100% des gens qui ont été pris au DevFest Nantes sont passés par cette case-là. Hop, c'est fini. Et du coup, là, l'idée, c'est de passer sur le Recap Next de suite. Tac, tac, tac. Évidemment, c'est pas la bonne page. Wouhou! Donc, rapidement, de mon côté. Donc, moi, je suis Julien Enduré. Je m'occupe de la practice cloud à Zenica. Et je suis aussi Cloud GDE, donc GDG Google Developer Group, plutôt des organisations qui sont aidées par Google pour organiser des événements. Et côté GDE, Google Developer Expert, plutôt une reconnaissance communautaire sur le fait de contribuer, que ce soit de l'open source, des talks, des blogs ou autres, autour de Google Cloud. Vous pouvez me suivre avec le handle @gilandur et sinon le portfolio gilandur.dev. Donc la news et la grosse news en fait qu'il y a aujourd'hui, ça n'a rien à voir. C'est donc le rachat de Terraform par IBM. Et donc j'ai trouvé ça plutôt marrant comme citation. Du coup, IBM qui avait racheté Red Hat il y a 6 ans. Donc la stat, je l'ai écrit dans mes notes, donc 34 milliards quand même pour Red Hat. IBM, c'était il y a 6 ans déjà. Donc tout le monde disait, bon, les produits Red Hat vont peut-être disparaître, IBM, tout ça. Mais finalement, Red Hat continue sa route. Et donc là, HashiCorp a été racheté donc, pour 6 milliards 4. Et donc du coup, ils ont à la fois Ansible côté Red Hat et Terraform. Et du coup, ça pourrait faire un magnifique produit qui s'appellerait Terrible. Bon, je trouvais ça mignon comme citation. Bon, ça c'était juste pour l'actualité de ce matin. Du coup, ça s'est signé cette nuit, cette partie-là. Non, ce qui est intéressant de voir avec Next, c'est ce qui s'est passé là-bas. Donc en gros, j'ai eu la flemme, donc je vous ai mis un résumé d'une minute. Bon, voilà, hein, ceux qui me connaissent, il n'y a pas le son. Ce sera le son de mon PC, mais c'est juste pour avoir l'ambiance. Voilà, donc vous voyez, il s'est passé plein de choses. Bon, en fait, l'idée... Voilà, ça sera mieux. Couper le son du site, c'est important. Non, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu le début. Et en fait, si vous avez bien remarqué, vous allez voir du rouge. Au tout début. Si j'arrive à cliquer, là, j'arrive à rien. Hop. Alors, Thomas, il arrive. Welcome, everyone. Et là, vous voyez 3 zigotos. C'est nous. Voilà. Bon, comme quoi, en fait, ça sert finalement. Donc, n'hésitez pas à dire à votre société de prendre une couleur bien vive, bien flashy pour les conférences. Parce que, mine de rien, en fait, dans les 2 premières secondes du Recap Next en 1 minute qu'ils font,
tout ce qu'on voit, c'est Zenica, hein, finalement. Donc voilà. C'est quand même le truc, le fait marquant de la conférence. Bon, voilà, c'était la petite intro par rapport à tout ça. La vraie intro, c'est que du coup, on était 3 là-bas. En gros, Las Vegas, donc 9 heures de décalage, entre 10 et 11 heures d'avion. Il n'y a pas d'avion direct de Paris, donc tout le monde part de Londres ou d'Amsterdam pour les Européens. Très pratique avec KLM, donc on est parti. Tu t'installes, et puis au bout de 5 minutes, tu vois que les écrans ne marchent pas et que le vol va être très long. Donc 10 heures sans écran, sans rien. Donc bon, ça c'était la petite anecdote un peu relou de l'aller. Mais sinon, on est bien arrivé sur place. Et puis du coup, il y a eu la conférence. Juste le truc qui est intéressant aussi à noter là, donc nous, côté Zenica, on est partenaire aussi Google Cloud. Donc on est premier partenaire sur la partie sell, donc revente de services, et sur la partie service. Et donc on a accès un petit peu à un lunch dédié aux partenaires qu'ils appellent le Partner Summit par rapport à ces éléments-là. Donc c'est là où en fait ça permettait de croiser aussi des gens plutôt côté Google, d'avoir un café de meilleure qualité et puis de rencontrer plus facilement des partenaires aussi, plutôt que le reste des 30 000 personnes qui étaient présentes. Donc l'arrivée à Las Vegas, bah, c'est un peu classique, hein, on atterrit, on est un peu décalqué. L'idée, c'était vraiment aussi de prendre le week-end avant pour avoir 2-3 jours pour déjà se recaler un petit peu. Moi, je déteste arriver, bah, voilà, j'ai eu la chance d'aller pas mal de fois à San Francisco. Arriver et d'enchaîner direct la conf, c'est horrible parce qu'on a envie de dormir, on n'est pas calé et tout. Alors que là, au moins 2-3 jours avant, ça permet d'être bien frais pour la conférence, puisque, bah, rien qu'à écouter en anglais toute la journée du monde, à bouger et cetera, c'est assez intense quand même, donc c'est bien d'être prêt, on va dire, par rapport à tout ça. Donc la keynote, bah, elle est arrivée, donc Thomas Kurian qui a pris la parole et puis, bah, direct, ils ont entamé sur une partie infrastructure. Donc sur la partie infrastructure, ce qu'ils ont annoncé, donc c'est la sortie, le support, des A3 mégas, des nouvelles NVIDIA qui vont sortir, qui sont apparemment, incroyables avec, chaque, NVIDIA là, c'est une espèce de rack rempli de cartes graphiques, de fou pour la partie IA. Et puis l'autre particularité, c'est qu'ils continuent toujours d'investir sur leurs process à eux, les TPU. Donc ils ont sorti les TPU V5 qui existaient déjà, mais V5P. Donc là, une nouvelle, version, une nouvelle mouture, on va dire, de leur, TPU, par rapport à tout ça. Donc là, vraiment l'idée de se dire à chaque fois que, côté Google, ils ont commencé par expliquer qu'ils ont une très bonne infrastructure, qu'ils ont sorti 2 nouvelles zones, en Afrique du Sud, enfin la première en Afrique d'ailleurs avec Johannesburg en Afrique du Sud, et puis en Arabie Saoudite aussi, qu'ils ont sorti, et qui continuent d'investir sur 6 nouveaux câbles sous-marins pour un montant total de 1 milliard, 1,5 milliard, je crois, juste pour les câbles sous-marins. Donc ils continuent quand même d'investir sur la partie hardware. Donc c'est toujours le truc aussi qui est intéressant à comprendre et qui n'est pas toujours évident à avoir aussi avec des cloud providers européens typiquement, d'avoir autant en fait d'investissement en termes d'infrastructure. Et donc toujours sur la partie hardware, ce qu'ils ont sorti, bah, c'est des nouveaux processeurs. Donc ils connaissaient donc les TPU pour tout ce qui est dédié au training et à l'inférence des modèles de machine learning. Et là, ils ont sorti bah, un nouveau truc comme ça, sorti du panier, qui est les actions processeurs, qui est fait pour plutôt faire tourner des workloads classiques x86 et en fait qui supportent, qui sont à peu près la même archi aussi que les ARM. OK? Et donc dans l'idée de pouvoir, bah, un petit peu comme les TPU aussi, où ils veulent avoir une certaine indépendance et ils ont une certaine maturité à construire des processeurs, et bah, là, il y a l'idée aussi finalement de, bah, s'abstraire un petit peu d'NVIDIA. Donc on voit en termes de politique aussi, de pouvoir, faire des choses sans NVIDIA, avec un équivalent d'ARM qui est Google Action et donc ils disent, bah, plus performant et surtout aussi, plus efficace en termes d'énergie. Puisque c'est vrai qu'il y a un gros enjeu, toujours chez les cloud providers, en termes d'efficacité énergétique et finalement aussi en termes de consommation d'énergie, puisque l'énergie, ça coûte cher et ils ont des gros engagements aussi, d'un point de vue, impact, écologique aussi sur lesquels ils se sont engagés. Donc il y a l'idée aussi de réduire un peu tout ça. Donc ça, c'était une des premières news, qui arrivait avec, Thomas Kurian qui tenait, dans la main, un des nouveaux processeurs qui est dédié vraiment à leur data center. Le truc comme d'habitude, hein, quand ils disent coming soon, bon, c'est ouais, peut-être cet été, peut-être, à la rentrée, peut-être à l'automne. Il y aura des premières, private preview, ce genre de choses. Donc bon, ça reste quand même une grosse annonce. Ce qui est intéressant de comprendre d'un point de vue stratégique, c'est qu'on sent vraiment que peut-être qu'avec les TPU, ils ont appris pas mal de choses sur les processeurs et ils sont maintenant peut-être capables de, travailler sur pas mal de choses par eux-mêmes, sur ces sujets-là. Donc ça, c'est vraiment sur la partie hardware.
L'autre truc qui est beaucoup mis en avant, où Sundar Pichai a pris la parole, donc le CEO de Google tout court, c'est sur Gemini en anglais, donc la version 1.5 Pro qui prend 1 million de tokens. Et donc, comme d'habitude, il le mettait en avant, dans le sens où il était en private preview. Là, il passe en preview, donc on peut l'utiliser sur la plateforme directement, et on va voir que Gemini est là, présent à toutes les sauces. Et donc, ce que ça veut dire 1 million de tokens, bah, ça veut dire que ça peut être 1 heure de vidéo, donc parce qu'il est multimodal, donc on peut lui envoyer 1 heure de vidéo et lui demander à quel moment j'ai la pub de tel truc ou tel écriteau, ou qu'est-ce qui est écrit à tel moment, etc. Donc on peut lui poser ce genre de questions. Ça peut être 11 heures d'audio, ça peut être 30 000 lignes de code, donc envoyer un contexte de code pour pouvoir travailler avec, ou 700 000 mots directement dans le contexte d'entrée. Et ce qu'ils essaient d'expliquer, ce qui arrive de toute façon pas mal dans la bataille des LLM, c'est du coup cette gestion en fait de nombre de tokens en entrée. Et ils ont fait des petits cas avec des clients avec plus de 10 millions. Donc c'est du coup 10 fois plus. Donc c'est 10 heures de vidéo qu'on donne, et il peut nous faire le résumé en quelques minutes, le temps de traiter tout ça, quoi. Donc c'est quand même assez impressionnant. Donc ça, c'est Gemini, il avait déjà présenté pas mal, dans pas mal d'endroits, mais on va voir que du coup, ça reste quand même une brique essentielle pour eux, cette partie-là, Gemini 1.5 Pro. Ce qu'ils ont aussi ajouté, c'est la partie grounding avec Google Search. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire que, de base, quand on fait une recherche, si on n'a pas de vérification, bah, il va nous dire en 2023, les contributions, etc., c'est telle valeur. Alors que là, il le plug avec Google Search, qui va pouvoir aller faire des recherches supplémentaires et donner des informations qui sont plus à jour. Parce que vous savez que les LLM sont entraînés avec souvent forcément une date de fin en termes de contenu. Et donc là, l'idée de pouvoir du coup complémenter ça avec Google Search. Donc, j'ai pas réessayé, mais on pourra le faire potentiellement tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai vu beaucoup, par exemple, si on demande à ChatGPT, à Gemini, à Mistral, c'est qui le CEO de Zenica, alors que c'est le même depuis 15 ans, il ne va pas nous donner forcément la bonne réponse. Par contre, si on tape dans Google CEO Zenica, tous les résultats, les premiers résultats, c'est le bon nom qui est écrit. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir recouper ce genre d'informations entre ce qu'il y a dans Google Search et ce qu'il y a au niveau du LLM. Donc c'est un petit peu un RAG qui est disponible directement avec Google Search, avec Gemini. OK? Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Donc ça, c'est vraiment l'idée, comme ils le définissent, eux, le terme, c'est un petit peu de donner une vérité un petit peu en mode enterprise, et pas juste un LLM entraîné dans un coin, puis on lui fait confiance. Non, il y a l'idée de pouvoir rechecker des infos en utilisant un truc qu'ils ont, eux, côté Google, c'est Search, en fait, avec toutes les données qu'ils ont. Évidemment, ils ont mis en avant aussi les différents modèles qu'ils gèrent. Bon, là-dessus, on va faire simple, hein, tous les cloud providers essayent de supporter tous les modèles. Donc voilà, il y a les Mistral, les Midjourney, les Anthropic avec Claude, et cetera, et cetera. Donc voilà, ils ont plein de partenariats avec ces modèles-là. Et typiquement, Anthropic, Claude 3 était en avance un petit peu sur AWS, je crois 1 mois avant, mais là, du coup, ils l'ont annoncé qu'il allait arriver dans moins d'1 mois. Donc en gros, même les partenariats un peu stratégiques qu'ils ont entre les créateurs de ces modèles-là et les cloud providers, souvent ça joue en fait à des previews de 2-3 mois en avance. C'est pas si exceptionnel que ça en fait, hein. Et donc au final, on se retrouve quand même avec quasi tous les modèles disponibles un peu partout. L'autre partie de la keynote était assez intéressante, c'était de mettre en avant le mot agent. On reviendra dessus un petit peu tout à l'heure. Mais c'était de se dire, voilà, on a l'infrastructure, ce que je vous ai montré, les modèles, et puis on a une plateforme côté Google Cloud qui est disponible pour faire plein de choses. Ils vont essayer de l'orienter en termes de cas d'usage. Donc le premier cas d'usage qu'ils ont essayé de montrer, c'est la partie customer agent, dans l'idée de se dire, en fait, aujourd'hui, quand vous répondez à vos clients, l'IA peut vous aider à pas mal de choses. Par exemple, faire un chat de support client, pouvoir répondre plus facilement à des requêtes de clients, pouvoir répondre automatiquement à des emails sur des questions courantes, et cetera. Donc tout ça, en fait, sur la partie aider, en fait, finalement, à répondre correctement à vos clients de façon efficace. L'autre partie après, c'était la partie employé agent, qui est là plutôt sur comment aider votre entreprise à être plus performante grâce à l'IA. Donc, il montrait l'exemple d'Uber qui permettait de faire pas mal de choses en termes de trajet, de facturation, etc., grâce à l'IA. Voilà, vraiment l'idée d'aider finalement vos process d'entreprise à être plus efficaces avec l'IA, et pas forcément demander à la RH tous les 4 matins, combien j'ai droit de RTT en 2024, et puis chacun envoie un email dans la société, alors qu'en fait, voilà, on pourrait facilement avoir quelque chose sur ces données-là. L'autre partie, la partie créative agent, qui est plutôt liée là au marketing.
Donc plutôt l'idée de pouvoir créer des images, générer des plans de marketing, du texte, et cetera, à partir de peu de choses et donc d'aider finalement le marketing à créer des assets, à créer des campagnes, à créer de la pub autour de tout ça. Donc là, il y a une partie très, aider, les utilisateurs et là, une partie plus sur aider, des personnes qui sont un peu plus techniques, donc la partie data agent, où là, l'idée, c'était de montrer que, bah, ils vont avoir un support de tout ce qui est, base de données, vector embedding et cetera, disponible avec Google Cloud, compatible et toute une partie aussi, finalement, comment traiter la donnée, travailler la donnée avec de l'IA. Donc pouvoir lui poser des questions pour qu'il génère, par exemple, une requête SQL, ce genre de choses, aider, en fait, finalement, les entreprises à travailler leurs données. Donc la donnée, la partie code agent, vous l'avez bien compris, c'est pour aider, en fait, finalement, les développeurs à avoir un compagnon, donc pouvoir, refactoriser, comprendre du code, voilà, générer du code et puis la dernière partie qu'ils ont mis en avant, c'est la partie sécurité, où là, c'est plutôt sur la plateforme. Comment essayer finalement d'avoir des agents qui connaissent finalement comment faire de la sécurité et potentiellement avoir des agents qui font, voilà, de la sécurité proactive, de la remédiation quand il y a des attaques et cetera. Prendre des actions qu'il faut pour, sécuriser la plateforme côté Google Cloud. OK, donc c'était vraiment travailler sur cet aspect-là et c'est pour ça que j'ai remis le slide. Je trouvais ça assez intéressant aussi de présenter les différents use cases qu'aujourd'hui Google Cloud voit en termes de Gen AI. Voilà, on pourra il y en a sûrement d'autres ailleurs, mais là, ils vraiment se concentrent sur ces, use cases-là. Donc, un des premiers qu'ils ont, mis en avant, donc sur la partie, employé agent, c'est en gros, bah, tout ce qui est, meeting qu'on a, sur Meet, et cetera. D'avoir finalement un compagnon qui permet de, faire un résumé, faire un compte rendu. Si on se connecte 5 minutes en retard, il vous fait le résumé de ce qui s'est dit depuis 5 minutes. Voilà, tout ce qui est prise de notes et cetera. Ça coûte quand même, donc 10 par utilisateur par mois, donc ça rajoute quand même puisqu'aujourd'hui, si on va voir Gemini sur Workspace, c'est entre 20 et 30 je crois de mémoire par utilisateur déjà, donc ça rajoute 10 supplémentaires. Mais ce qu'ils expliquent, c'est que, bah, voilà, l'idée c'est de se concentrer sur le moment présent dans les meetings et puis tout ce qui est, compte rendu, bah, finalement c'est l'IA qui le génère, donc on peut aussi gagner du temps. Est-ce que ça vaut 10 par mois? Bah, c'est à réfléchir aussi, quoi. Si on passe une demi heure à faire un compte rendu, bah, vu, les salaires dans la tech, ça peut valoir le coup finalement. OK? Donc tout ça, c'était assez intéressant, cette partie-là, qui va aussi avec toute la suite Gemini sur Drive et donc là, ils ont pris l'exemple en fait de, une société qui reçoit différentes propositions commerciales. Tout ça est mis dans un Drive et en fait, bah, c'est des gros pavés, hein, c'est des trucs de 30-35 pages et elle veut pouvoir, comparer ça facilement et donc l'idée, c'est de pouvoir dire: «Bah, voilà, compare-moi le prix, de ces 2 offres», quoi. Ce genre de questions et essayer vraiment d'avoir un petit résumé et pas forcément avoir besoin de lire tout par rapport à ces éléments-là. Donc là, elle les avait drag and droppé ici et puis elle a posé sa question. L'autre idée aussi, c'est que dans le même document, elle demande du coup typiquement en termes de conformité, si c'est compliant avec la partie SOC 2 et donc là, elle lui dit, je sais plus ce qu'il lui dit. Non, elle lui dit pas. Non, il y a pas de réponse là. Mais en gros, il travaille dessus et il présente aussi les sources, donc potentiellement sur le document de 35 pages, il va vous emmener au paragraphe qui parle de la conformité de la société. Donc on peut imaginer des choses comme ça aussi en termes de employé agent, notamment, bah, là côté acheteur, on va dire. Des choses qui permettent de faire un choix et peut-être d'aider aussi dans, la reprise de toute l'information qu'on reçoit, quand on fait un appel d'offres ou autre. Donc ça, c'était assez intéressant, je trouvais. Et il y avait la remarque que, c'était quand même osé aussi de parler de conformité. Parce que poser la question au LLM et faire confiance au LLM juste pour la réponse, c'est pas évident. Bon voilà, c'était un choix, je pense, qui a été fait pendant la keynote d'aller, assez loin, en fait, dans la question qu'on pose, au chat. Et la dernière partie, en fait, c'était la partie, Google Vids qu'ils ont sorti. Alors qu'ils ont montré. C'est pas officiellement sorti. Voilà, on va en parler juste après. J'ai une petite vidéo pour montrer tout ça. Donc l'idée, c'est de faire des vidéos. Donc là, il upload un PowerPoint, enfin un Google Slide. Voilà, il crée le script, donc les différents items qui vont être produits. Là, il va choisir un style, un peu comme des templates qu'on a sur Google Doc ou autre, Google Slide. Donc voilà, le style un petit peu de la vidéo. Derrière, écris-moi un script écrit pour ce que je devrais dire sur chacun de bout des vidéos. Donc là, on voit qu'il écrit tout ça. Et dernière étape, bah, demander à une voix de donner en fait le bon ton au bon moment sur la vidéo qui est générée. OK? Donc, dans leur vision, on voit très bien qu'il y a l'idée de se dire que finalement, je pense que ça vient aussi du fait que côté Google Slide, la partie Spotlight où on peut avoir
un intervenant qui est directement dans la Slack, qui parle, etc. Il y a beaucoup de monde qui utilise pour faire des petits tutos vidéo et tout. Et je pense que là, avec la partie Google Vids, ils veulent vraiment encore aller plus loin sur cette partie-là, en générant plus de vidéos, et on va voir qu'il y a d'autres outils comme ça qui ont été créés pour ça. Donc, ils misent pas mal là-dessus. En termes d'information, il n'y a pas grand-chose. Ils disent que ça va arriver dans l'été pour les personnes qui ont activé Workspace Labs et qui ont autorisé leurs utilisateurs à activer Google Vids, etc. Donc ça risque d'arriver durant l'été. Alors je pense que ce sera qu'aux États-Unis au départ et qu'en anglais. Mais du coup, ça peut être intéressant de voir aussi si ça permet jusqu'à créer des vidéos, des shorts ou autres sur Internet. Ça peut être quand même intéressant de voir ce que ça donne, que ce soit en termes de training, de petits tutos didacticiels, etc. Ça peut être quand même intéressant. Et l'autre partie qui va avec, et que je pense qu'il y a à peu près la même idée, ou en tout cas la même, qui utilise les mêmes modèles derrière, c'est la partie Text to Live Image. Donc l'idée de, avec un prompt, pouvoir générer une courte vidéo de 2-3 secondes. Donc là, il y a pas mal de modèles aussi qui travaillent là-dessus dernièrement. Et du coup, ça donne ce genre de choses. Donc j'ai mis juste un petit item. Mais là, par exemple, on voit la vue aérienne d'une montagne, une fleur, un repas. Ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est que dans les exemples qu'ils ont montrés durant Cloud Next, il n'y avait rien avec des personnes. Donc il y a la question, est-ce que ça pourra générer des mouvements, des gestes? Est-ce qu'on peut dire montre Macron en train de faire une danse? Voilà, je ne sais pas à quel point ça ira loin, mais pour le moment, on voit surtout que des objets ou des paysages en termes de génération, ce qui est déjà bien, remarque. Et donc, eux, toute leur partie qui montrait justement sur la partie Creative Agent, Creative Agent, là, pour la partie marketing, c'est de se dire, bah, on imagine qu'on est Decathlon, on veut générer une nouvelle tente jaune, elle a un peu ce style-là, hop, il l'envoie du coup à la génération d'images, et du coup, il a généré une image où il y a la tente quelque part disponible, soit côté forêt, soit côté, à côté de la mer, etc., pour essayer de vendre un petit peu la nouvelle tente jaune qu'ils veulent sortir. Ok, donc l'idée d'avoir des assets comme ça, sans forcément avoir besoin de payer quelqu'un qui va filmer le campeur à côté de la mer. Ok, donc ça, c'était la partie vraiment un petit peu marketing du text to live image, et qu'on voit qui sert aussi du coup forcément dans Google Vids, puisqu'il est capable, à partir d'un script, de générer aussi des vidéos courtes. Tous ces éléments-là aussi, en termes d'éléments, c'est aussi propulsé pas mal par leur nouveau modèle génération d'images qui s'appelle Imagen 2, et qui a directement la partie digital watermarking. Donc ça, c'est une partie aussi intéressante que je voulais vous montrer. Hop. Alors, je vais décaler un petit peu. Hop, on va agrandir un petit peu. Alors, en texte aéral view of Toulouse with rugby stadium. Je ne sais pas si j'ai bien écrit, mais on verra bien. Ah non. Ouais, j'essaie avec Nantes, mais c'est pas terrible. Il a écrit quoi à la place de Toulouse, là? J'arrive pas. Ok. Il l'a bien trouvé. Ouais. Donc là, je vais demander de le faire avec Imagen 2. Ah, je me suis trompé de ratio. J'aurais préféré du 16/9. Hop, je vais le remettre. Donc là, c'est la génération d'images avec Imagen 2. Donc c'est des trucs assez classiques qu'on retrouve. Là, je ne lui ai pas donné de style. Donc là, ça va être plutôt en mode photographie. Donc quelque chose de assez cohérent. Donc il m'a sorti ça. Ok, donc c'est pas mal. Et on voit du coup le petit asset ici, Digital Watermark. Donc en gros, si je sauvegarde et que je vais dans la partie Verify et que j'upload une image, donc la dernière, là il va me dire forcément bah oui, je la détecte. Donc là il arrive à détecter le watermark qui est présent. Et si j'upload une autre image, qui n'a rien à voir, il me dit que voilà, il n'est pas détecté. Donc on sent quand même l'idée derrière côté Google Cloud de
avoir pas mal de choses pour générer du texte, de l'image, des images, des petites vidéos avec Vids, pas mal de choses, mais essayer de voir en fait de pouvoir détecter, travailler avec tout ça. Donc ils ont travaillé pas mal avec Google DeepMind pour essayer de détecter ce genre de choses et avoir ce genre d'assets. Ce qui est rigolo aussi du coup, c'est qu'on retrouve des choses maintenant qu'on dirait assez classiques. Côté, je vais faire un petit reset et uploader une nouvelle image. Je vais uploader l'image qu'on vient de faire. Voilà. Et puis du coup, on va faire une petite box pour les dire à ce niveau-là, là. Hop, je vais dire generate a pink stadium of rugby. Ça, c'est des choses assez classiques qu'on retrouve, mais ce qui est intéressant avec la box, c'est qu'il va vraiment faire attention à ne rien toucher ce qu'il y a autour et vraiment travailler que sur l'intérieur. Et donc, il va m'afficher les résultats sur le côté. Et donc, la partie text to live image, j'ai essayé de la chercher aussi. Et en fait, apparemment, c'est vraiment dans le prompt. Alors, je ne sais pas si ce serait une autre icône ou autre, mais j'ai pas l'air d'y avoir accès. Donc ça, c'est toujours la difficulté aussi quand on est à un Cloud Next où il y a beaucoup d'annonces. C'est qu'on ne sait pas trop dans la console où c'est qu'on va retrouver les éléments. On ne sait pas. Voilà, donc il faut après à lire chacun des items un par un pour savoir ce qui va se passer. Est-ce que ça a un rapport avec ImageFX qui est disponible aux États-Unis? Je pense pas. Non. Allez. Le dieu de la démo est avec moi ou pas? Allez. Faut la petite musique d'attente. Donc sur la partie vision, il y a un truc aussi tout bête, c'est extraire un peu comme on a avec des Google Photos ou autres, mais on peut ou des outils comme Remove BG ou autre pour retirer background, des éléments et tout. Là, on peut uploader une image de quelqu'un, puis avec Extract, il va repérer que les visages, il va repérer pas mal de choses à ce niveau-là. Donc on voit qu'il peut repérer les background éléments, les foreground, les people. On peut aussi faire, comme il y a dans Google Photos aussi, la gomme magique, finalement, pour dire d'effacer certains éléments. Je sais pas ce qu'il fait. Il veut plus. Bon, c'est pas grave. On reviendra dessus tout à l'heure, on verra s'il a fini. Donc ça, je trouve ça assez intéressant comme initiative sur la partie digital watermarking, de travailler sur, essayer de travailler sur détecter en fait ce qui est généré. Parce que c'est une grosse question aussi, voilà, tout ce qu'on peut générer comme assets, que ce soit en termes de contenu, en termes de vidéos, d'images, de voir comment on peut détecter ça. Donc ils travaillent beaucoup là-dessus aussi. Sur la partie data agent, en fait, il y a deux parties. Il y a l'idée de se dire qu'on peut avoir maintenant dans la plateforme directement la partie vector indexing dans BigQuery et AlloyDB. Donc en gros, la majorité des bases de données qu'on a côté Google Cloud peuvent communiquer avec XAI pour créer et indexer des vecteurs, donc qui permet de faire ce qu'on appelle souvent du RAG en GenAI, pouvoir compléter en fait ces données avec des données qu'on a nous-mêmes importées. Donc utiliser le LLM, ajouter un peu du contexte à nous pour en sortir du coup des choses intéressantes. Le BigQuery Data Canvas, je vais le montrer juste après avec une démo. Et puis côté agent, c'est qu'on a maintenant des éléments disponibles un peu partout dans la console. Donc c'est vrai que ça me permet de regarder s'il a fini de générer. Non, il ne dit rien. Mais du coup, on a le petit bouton là, Open Gemini, qui est disponible un peu partout dans la console. Et je vous montrerai tout à l'heure que ça peut aider. Donc la partie Canva, donc ça c'est dans BigQuery. On a une espèce de visualisation ici des différentes tables qu'on a. On peut aller dans une des tables et là il demande, il fait une question pour générer le SQL et le lancer. Et donc on a une partie visualisation aussi qui est disponible. Donc on peut enchaîner en fait des tables, de la visualisation, des éléments. Donc bon, il faudra voir, c'est une nouvelle façon. C'est pas tout à fait comme des notebooks non plus. C'est une nouvelle façon en fait peut-être de travailler. Il faut voir un petit peu ce que ça va donner, mais voilà, ils appellent ça les data canvas qu'on a dans BigQuery. J'essaie de regarder. Moi, je ne l'ai pas trouvé pour le moment. Donc, à regarder quand est-ce que ça sera disponible. Ça doit être en privé de preview pour le moment. Mais voilà, c'était assez intéressant à voir comme concept, de voir un petit peu ce que ça peut donner en termes de requêtage, etc. Donc, tout ça aussi pas mal utilisé avec la notion de GenAI.
Donc là, on a vu data agent. La dernière partie après, c'était aussi les codes agents. Donc la partie Gemini Code Assist. Donc là, en gros, c'est l'ancien nom aussi de tout ce qui était du ATI, etc. Donc la partie code, donc là, c'est l'équivalent d'un GitHub Copilot ou JetBrains, j'ai plus le nom. Mais voilà, les différents LLM dédiés au code. Donc là, c'est ce qu'ils affichent. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a eu des Rex de différents clients, soit à la keynote, soit dans certaines autres conférences, qui expliquaient que c'est pas aussi fort en termes de chiffres, mais souvent ils ont un gain de productivité de 30%. Et là où ils le voient le plus, c'est sur la partie onboarding de personnes sur des projets. Soit parce que la personne, elle est déjà expérimentée, mais elle arrive dans un nouveau contexte, dans un nouveau projet, donc il y a de nouvelles façons de faire et tout, donc rien que la partie et explique-moi ce bout de code ou ce que ça fait, et cetera, ça permet de mieux se repérer. Et aussi, toutes les personnes qui sont nouvellement recrutées ou autres qui arrivent sur un projet, du coup, pour avoir la connaissance un petit peu de tout ça. Et oui, ce qu'ils expliquent aussi, c'est que du coup, avec ce genre de choses, l'idée, c'est pas de mettre 2-3 jours pour faire son premier commit, mais que normalement, voilà, dans la première journée, même si on a une tâche, en fait, on peut demander à Gemini Code Assist de nous aider finalement à créer notre première feature ou bug fix, pas à pas avec Code Assist du coup, qui a une connaissance du coup au minimum de 30 000 lignes de code. Donc ça permet quand même d'avoir une bonne base de code qui peut scanner. Et du coup de faire du pas à pas avec Code Assist pour avoir un premier niveau de connaissance, comme si on était en pair finalement avec quelqu'un d'autre quand on arrive sur un nouveau projet. Et l'autre partie, du coup, c'est la partie Cloud Assist, qui est là plutôt un autre modèle qui a la connaissance des bonnes pratiques sur la plateforme Google Cloud. Donc d'essayer d'en fait d'aider quelqu'un à mettre en place des choses. Donc je crée quelque chose sur Cloud Run, comment je connecte mon Cloud SQL, c'est quoi les bonnes pratiques sur, je sais pas moi, le VPC, le backup ou que sais-je. D'avoir du coup cette compagnon pour les opérateurs, donc c'est le terme operate qui est important là-dedans, pour essayer d'assister. Pareil aussi sur la partie troubleshot un petit peu, sur genre, il pourra nous dire par rapport au log, bah tiens, c'est parce qu'en fait telle API n'est pas disponible ou ton service account il est mal connecté, ce genre de choses. Donc à la connaissance finalement, côté Google Cloud pour nous aider finalement à mieux travailler directement dessus. Donc il y a vraiment la partie Code Assist pour les développeurs et une partie Cloud Assist pour la partie plutôt opérateur. Ops. Là, c'est un des derniers éléments qu'ils ont montré et un des rares sur les sujets serverless qu'ils ont montré du coup en keynote. C'est l'idée finalement d'avoir un diagramme un petit peu d'archi qui présente les grosses briques. Et donc ça a été généré directement avec un prompt. Donc là, l'idée de dire, je veux une application de GenAI qui sert sur un nom de domaine example.com avec du Cloud SQL, du cache et qui appelle Vertex. Donc là, on voit qu'il a préparé un custom domain qui pointera du coup sur example.com. Il a préparé un service dans lequel il y aura du LangChain et il est prêt à connecter un Cloud SQL, un Redis et Vertex AI. Et en fait, tout ça à droite, là, il vous donne un petit panneau avec les différentes intégrations, les connexions, les services account qu'il va créer, toutes les informations. Donc ça, c'est intéressant. On peut après cliquer sur Review Deployment et il nous fait le petit détail un petit peu de tout ce qu'il va créer. Donc ça, je trouvais ça assez intéressant. Le seul point noir de suite que je voyais à ça, c'est qu'il n'y a pas genre un export Terraform ou autre de tout ça, quoi. Donc c'est quand même beaucoup de clic-clic. On ne sait pas trop ce qu'il fait derrière. Donc finalement, c'est un peu automagique. Ça reste toujours un petit peu bon, faut faire attention. Mais peut-être que ça viendra aussi ces sujets-là. Hein. En tout cas, le concept, l'idée, c'est d'aider les gens à plus facilement déployer des choses et se concentrer sur le code. Donc typiquement, en fait, d'avoir vraiment à travailler sur notre appli LangChain et pas passer du temps sur la tuyauterie, sur pourquoi mon service account, il appelle pas le Cloud SQL, ce genre de choses. Et la dernière partie, sur la partie sécurité. Donc là, c'est des trucs assez classiques qui présentaient, hein, mais sur voilà, protéger les données, se protéger des attaques, et puis faire de la réponse, détecter et répondre, faire de la remédiation sur notre plateforme. Et donc là aussi, ils ont ajouté Gemini un peu partout. Donc notamment dans Security Command Center, dans Chronicle, dans plein d'outils comme ça, qui ont aussi potentiellement des langages un peu particuliers dans leur façon d'opérer. Donc on voit que Gemini, hein, vous l'avez un petit peu partout, vous l'aurez compris.
Le truc, moi, j'ai bien aimé aussi, c'est la partie prompt management. Et c'est là où je vais repasser aussi en mode démo. Donc, il m'a toujours rien généré. Bon, bah, tant pis. Hein. Tant pis. Donc, côté multimodal. Ah oui, je voulais montrer un truc aussi. C'est côté multimodal. Donc, Gemini est multimodal. Donc, on peut faire pas mal de choses. Donc, évidemment, on peut relancer son prompt. Mais ils ont des exemples aussi. Donc, par exemple, je zoome un petit peu pour qu'on voit mieux. Générer, extraire de l'information, remplir des formulaires, voilà, avoir des informations sur une photo, extraire du texte qui a été écrit, des questions sur les trucs un peu classiques, le nombre de pommes, ce qu'il y a, etc. Et il y a aussi des trucs comme par exemple résumer une vidéo, extraire certains chapitres, enfin extraire des chapitres d'une vidéo directement, faire du Q&A sur de la vidéo, et puis la partie audio aussi de la même manière. Et le dernier point que je voulais montrer, voilà, c'est sur la partie extraire des entités des documents. Donc il arrive à faire pas mal de choses. Et donc en prompt, moi je voulais juste montrer un prompt. J'ai cliqué sur quoi là? Je suis un peu trop zoomé, je pense. Voilà. Moi j'avais l'idée, le truc un peu classique, c'est que là j'ai une note de frais, petit déjeuner, ouais. Où en gros j'ai toutes les infos d'une note de frais, donne-moi le total des dépenses. Et là, vu que la note de frais elle est complète, bon, c'est assez facile pour lui. Il va me dire le montant direct. J'ai gardé le même prompt après. Donc voilà, il m'a répondu directement. Voilà, c'est ça. Ok. Donc pas foufou. Tout à l'heure, il me donnait plus de réponses, notamment sur ce que c'était. Puisque du coup, quand je zoome, je vois qu'il y a en fait le café brioche avec la brioche qui est à 0, le café qui est à 0 parce que c'était une formule à 4,40. Ok. Donc là, rien de spécial. Mais du coup, ce que je me suis amusé, c'est à mettre un petit peu la même image, mais du coup, sans le total. J'ai juste rajouté un bon vieux masque par-dessus, ok, au format image. Donc là, il n'a plus le total, et je lui demande du coup, donne-moi le total des dépenses. Et là, ouais, là, il me le dit en hors taxe, mais il est très peu verbeux, là. Je sais pas pourquoi il est aussi peu verbeux. Tout à l'heure, il était plus verbeux. Allez, on va recommencer avec lui. Tout à l'heure, il me faisait carrément le détail du hors taxe et tout. Non, là, il veut pas. Là. Voilà, c'est mon prompt qui est pas bon. Non, mais c'est même le prompt, comment je l'avais écrit tout à l'heure. Donc, on voit que la partie prompt management, là, c'est quoi qu'il me dit, là? Vous avez cliqué sur le... Ah, sur le micro. Ouais. Ouais, j'ai peut-être mis calcul. Bon, voilà. Donc, on voit la notion de prompt management qui peut être intéressant. Voilà. C'est le genre de choses, voilà, qu'il explique. Donc, il explique un peu la TVA, blablabla. Et dans l'autre élément, il m'aurait dit, ça, c'était gratuit, ça, c'était un élément avec temps, etc. Donc, ça, c'est le genre de prompt qu'on voit. Donc, la notion de prompt, on voit que c'est pas toujours évident. Et du coup, ils ont sorti, hop, je vais faire continue, on s'en fiche. Dans MyPrompt, en fait, ils ont la notion de prompt management, donc on peut créer des prompts. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir, sur la notion de prompt management, de pouvoir partager au sein d'une équipe ou d'une organisation ces prompts. Et peut-être avoir justement, on dit qu'il y a le prompt engineer qui passe du temps à réitérer 10, 50, 100 fois sur son prompt pour avoir ce qu'il voulait exactement comme résultat. Et là, de pouvoir en fait travailler sur les prompts de façon collaborative. Donc, il y en a un premier que j'ai fait qui est assez simple. C'est d'ailleurs, c'est assez mal fait. Donc, on voit que l'outil est assez récent parce qu'on ne voit plus. Le premier, je lui dis cite-moi les compétences clés de Zenica. Donc, je reviens en arrière. Là, il ne m'a pas mis le dernier. Je fais submit. Donc là, on voit qu'il va m'écrire quelque chose. Et il me sort en premier agilité DevOps, cloud et infrastructure, big data. Bon, il me sort des trucs.
Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans l'historique, on voit qu'il y a quelqu'un qui dit n'hésite pas à regarder avec Search aussi. Donc on a dit qu'il y a la possibilité directement de comparer les résultats avec Google Search. Et donc là, on va voir que la réponse va être différente. Donc là, on voit que c'est plutôt orienté sur... Ah si, le Agility DevOps, il l'a gardé de la même manière. Ok. Bon. Tout à l'heure, j'avais un résultat qui était un peu différent. Donc on voit que sur la notion de prompt management, c'est pas encore tout à fait bon. Mais on voit qu'il écrit un gros pavé sur ces sujets-là. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir justement avoir un historique, des notes, et de pouvoir aussi faire de la comparaison, récupérer potentiellement le code. Alors, il y a un bug, une fois sur deux, ça marche pas. J'essaye sur un autre prompt. Et en gros, on peut générer le code directement, récupérer le code directement sur voilà, du Python, du Node.js, du Java ou en curl. Bon, en curl, c'est un peu relou, peut-être quand même, il y a pas mal de paramètres. Donc finalement, des fois, un peu de code, c'est peut-être pas si mal. On voit qu'on peut récupérer les éléments pour gérer ça et on peut directement ouvrir ça dans un notebook. Donc on voit qu'il n'y a pas tant que ça de lignes de code aussi pour pouvoir récupérer ce genre d'informations. Donc ça, c'est intéressant d'un point de vue utilisateur aussi, hein, pour se faire des tests. Et le dernier truc qui a disparu depuis hier, et du coup, je ne pourrais pas vous faire la démo, que j'arrive pas à retrouver, c'est la partie comparaison de prompt. Donc il y a l'idée de pouvoir, alors c'est peut-être uniquement sur la partie langage, j'avais créé un prompt, je l'avais modifié, et en fait j'avais un petit bouton compare, où en fait j'avais vraiment comme un petit peu comme dans Git, quoi. On avait la partie gauche, la partie droite, les résultats, le texte aussi différent, et je pouvais dire bah, ce prompt-là me correspond mieux, celui-là est mieux. Ce qui est intéressant avec cette partie-là, c'est qu'après derrière sur la notion de prompt, nous dans notre code, on va pouvoir utiliser le prompt qui est là, quand on veut voilà, travailler avec des API ou autre. Et donc si quelqu'un vient modifier dans l'organisation le prompt, bah, moi dans mon code, j'ai pas besoin de le modifier, parce qu'il vient le chercher ici. Ok, c'est un peu comme un secret ou ce genre de mécanisme qu'on peut avoir. Donc c'est assez intéressant, je trouve, d'un point de vue concept aussi, d'avoir cette notion de prompt management. Hop. Ah si, bah en termes de démo, du coup, ce que je voulais montrer, c'était différents éléments. Tout à l'heure, je lui ai demandé s'il pouvait me dire comment comparer deux prompts. Bah, il me donne des critères. Donc, il faut définir les critères, générer la data sur les prompts, analyser la donnée et écrire des conclusions. Bon, c'est assez classique, hein, si on veut comparer deux choses. Voilà. Mais par exemple, sur la partie, qu'est-ce que j'ai fait comme démo qui marchait plutôt bien? On va aller sur Security Command Center. Hop. Je vais reset. Voilà. Et puis là, je vais dire show me the last critical findings in the organization. Critical, j'ai mal écrit. Hop. Et là, je me dis, bah, peut-être qu'il va pouvoir me les afficher direct, parce que du coup, en vrai, il faut que j'aille dans findings, etc. Et là, en fait, en fonction de son humeur, j'ai deux types de réponses différentes que j'ai déjà remarqué à faire des petites démos. Soit il propose, ah bah, j'en ai encore une nouvelle, j'ai l'impression. Donc là, il dit, bah, va dans Findings. Ok, super, merci. Donc en gros, il me dit, bah, va cliquer là-bas. Ok. Tu peux choisir des choses. Tu peux cliquer sur un filtre qui s'appelle critique. Et puis après, tu choisis, tu fais apply. Ok. C'est sympa. Bon, après, quelqu'un qui ne connaîtrait pas la plateforme, ça peut quand même l'aider. On voit qu'après, derrière, il nous dit qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire sur comment récupérer avec l'API. Alors, ce qui est rigolo, c'est que moi, j'ai eu 3 exemples différents, du coup, sur le même quasi-prompt. Donc hier, il m'a donné à peu près la même phrase, mais derrière, il me donnait les commandes Gcloud à taper pour récupérer les derniers éléments. Alors que là, on voit qu'il m'a sorti du code Python pour récupérer ces éléments-là. Je ne sais pas si c'est du Python, d'ailleurs, je n'ai pas regardé, mais si c'est du Python. Sinon, une autre fois, il m'a indiqué dans les findings, il m'avait plutôt indiqué comment changer la requête ici, puisque du coup, on peut éditer la requête ici, et comment ajouter du coup le statut sur le fait que ça soit quelque chose de critique. Alors que là, il m'a plutôt dit, bah voilà, tu vas là-dedans, tu choisis, c'était quoi? C'était assez vérité, et tu choisis critique, quoi. Bon, on voit que du coup, c'est pas encore tout ça, mais on a Gemini qui est disponible un peu partout. L'autre truc qu'on peut avoir, voilà, on peut lui demander pas mal de trucs, mais souvent, pour le moment, ce que j'ai remarqué,
c'est qu'il ne va pas nous lister ou nous aider directement à nous donner la réponse, mais il va plutôt nous guider sur comment la voir, genre ouvrir Cloud Shell et puis lancer une commande ou ce genre de choses. Donc, il y a quand même des choses sympas, genre comment je peux lister tel truc, etc. Il va sortir la commande gcloud directement pour pouvoir le faire. Donc, on voit que c'est vraiment un assistant dans la console, mais qui ne nous donne pas forcément encore les réponses directement. Alors que justement, sur les failles critiques, typiquement, j'aimerais bien qu'il me sorte les 3 dernières, par exemple, et que je puisse cliquer dessus pour aller les voir. Donc, voilà, ça reste encore un début. Donc ça, c'est Gemini qu'on a partout dans la console. La partie Cloud Run, donc comme je vous l'ai dit, je n'ai pas encore la partie où on peut générer les éléments. Donc ça, c'est pas encore disponible. Sur la partie BigQuery, j'ai pas non plus la partie Data Canva. Donc voilà, c'est des choses qui vont arriver. Par contre, du coup, ce qui est disponible aussi en standard pour les développeurs, hop, je vais montrer ça ici. Hop. C'est du coup que j'ai plugué, je vois rien que le vidéo proche, Gemini directement, ok. Non, me fais pas ça maintenant. Si, il me le fait maintenant. Quoi? J'étais déconnecté côté Zenica? Ah non, c'est bon. C'est bon, je l'ai? Ouais, je l'ai. Donc là, maintenant, j'ai le petit bouton à Gemini. Et qu'est-ce qu'il veut, là? Il faut que tu sélectionnes un projet. Bah ouais, mais normalement, je l'avais déjà fait hier. Même tout à l'heure, je l'ai déjà fait. Switch account, non, bah là, c'est bon. Ouais, non, là, c'est bon. Là. Donc là, normalement, j'ai Gemini qui est disponible. OK. Donc typiquement, là, c'est un projet voilà, avec pas mal de choses. J'ai notamment ce Dockerfile avec un truc dès le début qui fait du APK add, puisque c'est une Alpine. Et on voit qu'il y a des choses que je connais pas, quoi. Le font WQ, ce truc-là, je sais pas ce que c'est. Et donc, bah, je vais pouvoir lui demander, bah, vas-y, explique-moi ça. Donc là, il va regarder. Et puis, il va m'expliquer. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va m'expliquer un petit peu ce qui se passe. Et surtout, il m'explique en fait les packages. Donc ça, c'est assez intéressant. Il me dit, bah, ce truc-là, c'est un package qui fait plutôt ça. Ça, c'est plutôt pour ajouter des emojis. Ça, c'est pour gérer des caractères chinois, etc. Donc on voit en fait qu'il m'explique un petit peu les différents packages. Parce que moi, les packages, là, si j'arrive dans le projet, j'ai bien envie de l'enlever. Hein. Je ne sais pas trop ce qu'il fait, là, ce truc-là. Mais... Et en fait, du coup, au lieu de demander peut-être au tech lead, bah, c'est quoi font WQYZNA et l'embêter avec ça, je peux peut-être plutôt lui poser la question, pourquoi on a besoin de supporter les caractères chinois? La question est déjà plus pertinente. Okay, donc on voit que du coup, d'un point de vue onboarding, ça peut être intéressant. L'autre partie, évidemment, qu'on a après, bah, c'est sur... tac, 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 je vais me mettre au bon endroit quand même. Ouais, ici, on va faire un nouveau fichier. App.js. Et puis, je vais mettre un commentaire qui est une fonction pour créer un bucket close storage en JavaScript. OK. Et donc là, effet démo. Je l'ai mis au bon endroit, ouais. Il me génère que des commentaires, ok. Vas-y. Non, je peux faire un import. Non, il veut pas aujourd'hui. Ah, mais j'ai pas cliqué sur auto-completion off là sans faire exprès. Là, je l'ai activé ou je l'ai désactivé? C'est la bonne question. Là, il est on. Non, si, il est on. Alors, on va recommencer. Voilà. Donc là, il me donne de la doc. Voilà, et là, il va starter à créer le bucket.
Putain, il est lent, là. Bon, bah, hier, il m'a affiché tout direct, avec l'import, comment récupérer le client, faire le create bucket, etc. Bon, là, c'est toujours l'effet démo. Non, il ne veut pas m'aider. Bon. Tant pis. Non, il veut vraiment pas. Il est fâché contre moi. Je vais recréer un autre fichier juste pour voir en JS ici. Ah bah là, il remarche. J'ai créé un autre fichier à côté. Donc là, voilà, il me fait l'import. Il crée le client. Il se prépare à créer le nouveau bucket. Là, il m'indique ce qu'il va faire. Et là, il me dit quoi? Fonction. Ah oui, c'est moi qui avais copié-collé ça. Ok. Mais normalement, il met d'autres items. Voilà, il essaye d'uploader un fichier. Alors je vais demander juste de créer un bucket. Ouais, c'est parce que j'ai quand même continué à travailler. Mais bref, on voit quand même que ça marche un peu mieux là. Je sais pas pourquoi le app.js il voulait pas. Mais donc du coup, il y a ce genre d'outils qui sont disponibles. Après, toujours la pertinence versus un GitHub Copilot ou autre, bah moi j'ai pas essayé tant que ça les compagnons comme ça de code, mais on voit que ça peut être quand même intéressant à certains items, au moins pour la partie expliquée du code existant, si on n'est pas forcément familier avec le code qui est présent. Il peut te proposer des axes d'amélioration, des choses comme ça. Ouais, il y a une partie, je ne l'ai pas montré, mais dans Gemini, tu as la partie unit test, génération de code, et dans Explain This, potentiellement, tu peux aussi compléter après tes phrases pour lui dire comment je pourrais peut-être faire mieux, ou voilà, il donne des orientations de code sur cette partie-là, là, quand tu es dans ton code. Donc ça, c'est ce qui est disponible sur la partie code agent, on va dire. Donc ça utilise Gemini, ça envoie le contexte. L'autre question que je me pose, c'est, là, c'est un petit projet, hein, donc je pense qu'il peut envoyer tout le repo. Mais si le repo dépasse les 30 000 lignes de code, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il envoie que le début, que la fin? Comment il choisit les fichiers? Ça, c'est assez mystérieux. Donc voilà, c'est pas mal de choses à tester, à travailler encore sur ces sujets-là. Allez, on va revenir sur la partie next avec l'ambiance, les soirées. Donc comme je l'ai dit, il y avait le gros concert, c'était quand même Kings of Leon. Donc je pense qu'ils ont pris un bon cachet de quasi 1 million, je pense, pour le concert. Donc c'est quand même pas mal. On était dans le stade des Raiders, donc 30 000 personnes à Next. Donc pas mal de soirées. Des stands, il y avait donc 300 ou 400 exposants. Donc le hall des expos était quand même très très grand, donc dans un endroit. Là où les confs étaient de l'autre côté, donc c'est vrai que dès qu'on voulait aller chercher du goodies ou autre, il fallait traverser toute une zone pendant assez longtemps. Et puis dans les soirées, du coup, typiquement, il y a des soirées très sympas comme les 10 ans de Kubernetes, où du coup on était en rooftop, on voyait une belle vue. Il y a eu un petit anniversaire avec des gens importants de la CNCF qui travaillent beaucoup sur Kubernetes et la Cloud Native Computing Foundation pour du coup célébrer les 314 000 commits qui ont eu lieu du coup sur Kubernetes en 10 ans. Donc ça, c'était un peu l'ambiance. On voit un petit peu le rooftop d'ailleurs où on était pour les 10 ans de Kubernetes. Donc nous, on était dans la pyramide. Là, il y avait la keynote, donc qui pouvait recevoir 8000 personnes. Là, c'est le stade où il y avait Kings of Leon, où on voit à travers d'ailleurs. Là, c'est des vitres. Hein. Donc c'est assez gigantesque. Hein. On voit limite le concert au fond. Donc ça, c'était bien sympa, façon Google, comme d'habitude. Hein, ils arrivent quand même à faire des choses super sympas. La sphère, donc dès le lundi soir, on a pu aller visiter l'intérieur de la sphère. Et est-ce que les gens avaient suivi ce qui s'était passé pendant Reinvent avec la sphère? Ouais. Ils avaient affiché ce logo-là aussi. Donc ils avaient loué la sphère, je crois, 1 ou 2 jours pendant Reinvent pour afficher leurs produits sur toute la sphère. Donc tous les gens qui atterrissaient en avion, parce qu'on la voit forcément d'hyper loin en avion, on voyait que du Google Cloud et tout, alors que les gens atterrissaient pour AWS Reinvent. Et ce qui était assez sympa, c'est que du coup, ça c'était en décembre. Et en fait, à la fin du petit générique qu'ils avaient mis, côté Google Cloud, on voyait le Cloud Shell avec une ligne de commande qui était gcloud, espace sphère, espace unlock. Et en fait, les gens qui le tapaient dans Cloud Shell, on avait 50% de réduction sur le billet. Donc c'était quand même un petit easter egg, mais qui était quand même assez sympa de ce point de vue-là, petit clin d'œil qui était fait. Donc on a fait ça le lundi soir, c'était très sympa. Bon, ça fait, on va dire, pour ceux qui connaissent déjà la géode, ça fait un petit peu comme une géode, mais un peu plus
récente, on va dire, en tout cas en termes de qualité. Et l'autre truc qu'on a fait le week-end en atterrissant, c'est qu'on a pris du coup une voiture, on a fait 6 heures de route et on allait au Grand Canyon. Et ça vaut des points aussi. Le matin, on a fait le lever du soleil, il faisait -5, il y avait encore de la neige. Mais du coup, on était habillés un petit peu comme ici, donc on avait très froid avec le téléphone pour prendre des photos. Mais c'était quand même assez chouette. Et voilà, ça a permis de profiter un petit peu de la nature avant d'être enfermé à Las Vegas pendant pas mal de temps, parce que mine de rien, dans le Mandalay Bay, là, qui était en gros le gros convention center où il y avait tout, il y a des moments en fait pendant 4 heures, 6 heures, 8 heures, on voit pas le ciel, clairement. Donc des fois, ça fait du bien juste d'accompagner quelqu'un qui fume ou qui veut prendre l'air pour voir, ah oui, en fait, il fait jour. Parce qu'on perd vraiment la notion du temps, surtout à Las Vegas. La chose à retenir, bah, en fait, le truc principal à retenir pour moi, c'est la phrase un petit peu de Richard Seroter à la fin, qui est le head de tout ce qui est Developer Relation et les développeurs finalement chez Google, qui est visible des développeurs et qui travaille chez Google Cloud. C'est qu'en gros, bah, que ce soit pour coder, pour faire tourner les plateformes ou faire l'Ops, bah, en fait maintenant tout est plus simple avec Gemini. Avec Gemini. Ok. Lui, en gros, il voit vraiment que Gemini est partout. Et c'est vraiment sa phrase principale que j'ai retenue aussi de ces éléments-là. On a écrit un article de blog côté Zenica un peu plus long sur le retour de Cloud Next. Mais vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a la partie vraiment infrastructure sur laquelle ils continuent de miser, leur propre modèle, qui est quelque chose aussi de particulier, puisque tous les cloud providers n'ont pas leur propre modèle à eux. Parce que Google a aussi une particularité d'avoir quand même une face publique, soit avec des Google Photos, des YouTube, ce genre de choses. Donc on va dire ils ont pas mal aussi de données et de compétences sur ces sujets-là, avec AlphaGo, enfin toute l'histoire qu'on connaît. C'est la partie Vertex AI, donc qui est vraiment leur plateforme. Et puis par-dessus ça, tout ce qui est assistance avec le Gemini pour Code Assist, Cloud Assist, Gemini pour Looker, Gemini pour machin. Voilà, je les ai tous, enfin j'ai tous mis. Non, j'ai mis une partie, mais du coup on trouve Code Assist dans la sécurité, et encore ils n'ont pas mis tous les noms des produits. Hein. Parce que tout à l'heure c'était Gemini in Security Command Center, Gemini in Chronicle, Gemini dans tel truc, Gemini dans Mandiant, Gemini dans BigQuery, Gemini dans Looker, Gemini dans les databases. Enfin bref, Gemini partout. Hein, c'est leur truc. Du coup, Duet AI, Bard, tout ça, hop, on oublie, hein, tout est Gemini partout chez Google maintenant. Donc c'est vraiment leur fer de lance sur ces sujets-là. Ce qui se comprend aussi, c'est qu'eux, ils expliquent que le marché de Google Cloud, ils l'ont estimé à 36 milliards de dollars l'année dernière, et qui est en énorme croissance, ce qui prennent plus de parts de marché selon eux que les autres. Donc c'est le fastest growing cloud provider l'année dernière, avec des parts liées à l'IA, où en fait ils sont assez fiers de dire que 60% des startups qui font de l'IA ou qui utilisent l'IA sont chez Google Cloud, et 90% des licornes qui font de l'IA ou qui utilisent de l'IA sont chez Google Cloud. Donc ils misent beaucoup aussi sur cette accélération de la consommation finalement aussi des revenus pour eux. Donc c'est d'arriver aussi par les revenus forcément, mais que voilà, ils misent beaucoup aussi là-dessus pour rattraper un petit peu leur retard en termes de part de marché comparé à d'autres, en se basant, on va dire, sur des fondamentaux qu'ils ont de leur côté. Et bah, le petit save the date, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que là, en fait, Google Cloud, ça a eu lieu. Moi, j'ai eu la chance de faire pas mal de Cloud Next. Il y en a eu en avril, il y en a eu en juillet, il y en a eu en août, il y en a eu un peu à toutes les dates. Donc, ils avaient souvent du mal à trouver quelque chose de cohérent. Là, il n'y avait que 8 mois d'écart comparé au dernier Cloud Next. Donc, c'est vrai que les équipes produits, ce qu'on voit comparé au dernier Next, c'est qu'il y a eu beaucoup d'effets d'annonce au dernier Next, mais on ne voyait même pas les éléments. Là, au moins, ça arrive dans la console. Typiquement, ça ne répond pas tout à fait à ce que je voudrais, mais il y a quand même l'IHM, il y a quand même quelque chose qui commence à arriver. Donc, on voit que voilà, c'est un peu plus présent que juste les idées qu'ils avaient au mois d'août. Donc là, on voit des choses un peu plus cohérentes, implémentées. Et là, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont partis sur, pendant 5 ans, ils ont fait un contrat avec Mandalay Bay. Donc pendant 5 ans, on sait que ça sera à ces dates-là. Alors peut-être au jour près, parce que l'année prochaine, ça tombe du coup du mercredi au vendredi. Donc nous, Européens, c'est pas cool, parce qu'on atterrit forcément un samedi ici si on part de la conf. Mais du coup, voilà, ça sera vers ces dates-là, pendant 5 ans, au niveau de Google Cloud. Donc ils sont assurés de tout ça. Et puis je pense qu'ils ont eu une petite remise aussi à négocier ça avec Mandalay Bay, côté Google Cloud. Voilà en gros pour ce que je voulais vous présenter. Je réfléchis juste sur les démos. Mais oui, donc du Gemini côté code, côté Cloud Assist. Côté data, j'ai pas grand-chose à vous montrer, mais juste aussi sur la partie RAG. Ils ont la capacité directement en Vertex AI de gérer à la fois la partie conversion avec les embeddings et le stockage. Donc c'est un produit un peu managé tout en un, mais qui fait que c'est managé, mais c'est assez cher aussi.
Il y avait un exemple hier au GDG Toulouse de quelqu'un qui avait indexé des petits documents ASCII-Doc. Il en avait déjà eu pour 300 $ à utiliser ça. Donc, bon, c'est managé, mais du coup, ça coûte vite cher aussi. Voilà. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut continuer à discuter aussi sur la partie un peu Google Cloud, stratégie ou autre. Dans les news aussi, côté FinOps, je ne l'ai pas dit, mais ils supportent maintenant dans BigQuery le format Focus qui est sorti côté FinOps Foundation. Donc, on peut directement avoir une vue matérialisée des dépenses côté Cloud Billing, côté BigQuery, qui est compatible avec la spec FinOps qui a été sortie, qui s'appelle Focus. Voilà. Donc, il y a quand même pas mal de petites news par-ci. Il y a une liste de 218 news. Enfin, ils aiment bien souvent faire le petit blog où il y a toutes les news en vrac. Mais c'est pas évident de naviguer dans tout ça parce que c'est beaucoup de petits ajouts d'IA par-ci par-là, un petit bouton. Donc, il y a côté Cloud Run, le Data Canva, comme on a vu, côté BigQuery, qui peut changer un petit peu la donne en termes d'interface et de collaboration. La partie prompt management que je trouve intéressant aussi, parce qu'on est quand même beaucoup de plus en plus à faire du prompt engineering, à passer du temps et se dire là je suis content de mon prompt, faut plus que ça bouge. Sauf que quelqu'un arrive derrière et puis hop, tout part en vrille. Donc là, on a une historique, on peut comparer les versions, etc. Donc il y a des notions intéressantes. Et puis c'était vraiment, nous on a eu la journée des formateurs comme l'année dernière quand on y était. La journée des formateurs côté Google Cloud la veille de l'événement. Donc ça a fait 4 jours quand même assez intenses là-bas sur place. Merci.